bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la programmation fonctionnelle en JavaScript. Et je vais survoler la plupart des concepts. Ça va être une introduction gentille, mais je compte sur les suivants pour plus vous mettre dans le bas. Donc, je me suis déjà fait présenter, donc ça, du coup, ça va être rapide. Donc, je suis développeur chez Symbiose. Vous pouvez me trouver à ce truc-là, ce symbole-là sur GitHub et sur Twitter. Si jamais vous voulez retrouver les slides, vous pouvez essayer de retenir bit.ly lilfp-01-js. Je le tweeterai, normalement c'est pas trop complexe. Mais... du coup, alors qu'est-ce que la programmation fonctionnelle? Pour ceux s'il y en a qui connaissent pas, s'il y en a qui viennent ici pour découvrir ou tout le monde connaît. Levez la main ceux qui découvrent. Merci. Donc globalement, le principe de base de la programmation fonctionnelle, c'est les lambdas. Bon, ça, c'est pas le bon logo. Donc les lambdas, ou plus précisément donc les fonctions. On va considérer que la programmation est fonctionnelle quand on peut utiliser des fonctions de premier ordre, donc les utiliser comme paramètres, les utiliser comme variables. Après, les termes vont dépendre des langages. Donc après, est-ce que c'est un paradigme? Oui, mais pas que. Est-ce que c'est un pattern? Non, mais il y en a. Est-ce que c'est un langage? Ça dépend à qui vous demandez. Et pour moi, en tout cas, c'est une façon de penser la programmation. C'est à opposer ou à cumuler à l'impératif et à l'objet. C'est une autre façon de coder. Donc je vais partir du principe qu'il est plus facile de penser en fonction qu'en objet. Si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez demander à Xavier sur les différences. Ah, c'est bon plan, En gros, la version simpliste en tout cas, c'est posez-vous la question qu'est-ce qu'un objet? Si vous n'arrivez pas à répondre, c'est que c'est plus facile de dire qu'est-ce qu'une fonction, puisque c'est juste quelque chose qui prend des arguments en entrée et qui renvoie quelque chose en sortie. Oui, c'est plus simple. Donc je vais passer directement à un exemple. Donc j'ai pris un morceau de code. Ouais. Qui du coup est assez courant donc en JavaScript. On fait un fetch, on récupère une promesse, on fait un then, et là pour le coup donc on récupère des posts de blog et on veut récupérer les titres et faire quelque chose avec. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez régulièrement dans du code classique produit par des étudiants qui sortent de l'école et qui font du JavaScript. Il y a plusieurs choses qu'on peut améliorer. Déjà, on peut passer en ES 2015, c'est plus joli, c'est un peu plus court. Tu peux revenir là sous la main et revenir. Ok. Ça change tout. Ça change absolument tout. Après, on peut savoir un truc, oui? Non? Pardon. La première chose à savoir, c'est que là, on fait une fonction qui répond à un then, mais on n'est pas obligé, on peut le faire en plusieurs fois, ce qui permet déjà de simplifier pas mal. Donc on se retrouve, donc les données qu'on récupère depuis la promesse, on appelle la fonction JSON qui permet d'avoir directement un objet JSON. Ensuite, on récupère juste les posts de cet objet, et après on fait notre traitement. Et on peut encore aller plus loin, notamment parce que le for, c'est pas forcément très joli. En tout cas, c'est beaucoup plus impératif et on peut faire ça différemment. On peut réduire ça à ces 5 lignes là. Donc on avait déjà les deux premières. On récupère le JSON, on récupère les posts, et après on a juste à mapper les posts et récupérer le titre. Et à ce moment-là, la dernière fonction récupère en paramètre la liste, un array avec la liste des titres, et il suffit donc de faire quelque chose avec. Et tant qu'à faire, on peut rajouter un petit catch, ça fait pas de mal, pour traiter les erreurs. Plus précisément pour traiter l'erreur, parce que pour la petite histoire, catch dans les promesses JavaScript va être appelé à la première erreur rencontrée dans n'importe quelle chaîne de la promesse. Et si jamais vous voulez avoir quelque chose de plus précis, il faut utiliser le deuxième argument, le then, pour avoir les erreurs en fonction. L'intérêt de programmer de cette façon-là, c'est que du coup, les différentes fonctions de then sont devenues tellement simples qu'il n'y a plus besoin de les tester. Ce qui permet de ne tester que do something with titles, qui, elle, va faire des trucs, a priori,
et peut être testé en passant juste des paramètres, des faux titles, et il n'y a plus besoin de se taper tout le reste avant. Voilà. Donc, ce que j'entends par la façon de penser. Et un autre exemple, pour lequel je remercie Jules. Là, comme ça, c'est pas apparent, mais ça va venir. La situation, vous avez deux utilisateurs qui ont chacun un array qui contient des ID d'intérêt. Donc, dans l'optique réseau social de base. Et vous voulez savoir si deux utilisateurs ont des intérêts en commun. Donc là, c'est la version impérative à mort. Et en version un peu complexe, parce qu'on a un magnifique label en JavaScript qui est jamais utilisé mais qui existe. Ce qui permet, un petit truc amusant, c'est de faire un break sur le nom du label dès qu'on a trouvé un intérêt en commun. C'est ça l'effectif. C'est un goto, mais ça a ses petits intérêts. Si vous avez du bol et que les intérêts sont au début des tableaux, ça termine direct et vous avez l'info. Donc la perf est là. Par contre, vous avez une double boucle imbriquée, des variables en plein milieu, c'est pas forcément très beau. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple utiliser Lodash et juste avoir un tableau qui est l'intersection des deux tableaux d'intérêt. Et à partir de là, vous pouvez prendre le premier tableau, calculer l'intersection par rapport au deuxième, vous obtenez les intérêts en commun. En plus, vous pouvez en faire quelque chose, éventuellement, puisque la première version vous donnait juste l'information est-ce qu'ils ont des intérêts en commun. Cette version-là, vous pouvez faire des trucs avec. Et après, est-ce qu'ils ont des intérêts en commun, c'est juste savoir si le tableau est vide ou pas. Et vous pouvez aller encore un peu plus loin, en rajoutant juste une petite fonction note, histoire que ce soit joli, et en créant une fonction composée de plusieurs fonctions ici. C'est une question de vocabulaire. Au niveau de Lodash, il y a flow et flow right qui va composer les fonctions dans l'autre sens. Là, elles vont de gauche à droite. Donc le principe, c'est qu'on va d'abord calculer l'intersection. Qui va envoyer donc le tableau des intérêts en commun. Ensuite, on va lui passer isEmpty qui va juste répondre true si le tableau est vide. Et après, on utilise note pour inverser et avoir l'information. Ce qui fait que du coup, on a une fonction qui est réutilisable ailleurs, et auquel on a juste besoin de passer les deux tableaux d'intérêt et savoir si les intérêts sont en commun. Et on pourrait extraire cette fonction-là et l'utiliser pour d'autres styles de tableaux, et donc avoir du code réutilisable, testable et modifiable très facilement. Si jamais vous avez envie de changer le comportement, vous pouvez juste intervertir de fonction, enlever une note si vous voulez l'inverse, ce genre de choses. Voilà. Et maintenant, je vais faire un petit cours de philosophie de base qui a plus rapport au JavaScript, et je vais vous donner trois versions, trois réponses possibles. C'est trois réponses que je fais moi-même, mais ça dépend à quel moment et à qui je m'adresse. Donc la question étant, si un arbre tombe là où il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit ? Donc si quelqu'un est pragmatique, va répondre on s'en fout, parce que bon, c'est de la philosophie, à quoi ça sert. Un philosophe va répondre bonne question, parce qu'on peut aller un peu plus loin que est-ce qu'il fait bêtement du bruit, mais est-ce que si personne l'entend, est-ce que c'est du bruit, qu'est-ce que le bruit, qu'est-ce que entendre, ce genre de choses. Et après il y a la version troll. Donc c'est une fausse dichotomie, et la question est trop vague pour y répondre. L'arbre pourrait aussi tomber sans bruit, même si on était là. Du coup, la question est mal posée. Et là où je veux en venir, c'est une autre question. C'est si une fonction contient du code impératif, est-ce que c'est toujours du fonctionnel ? Là, ça devient un petit peu plus sujet à polémique. Il y a 3 réponses. Il y a 3 réponses de la même façon. La version pragmatique, ça dépend, est-ce que la fonction est pure ? Donc c'est le seul terme que je vais utiliser dans ce talk de programmation fonctionnelle, et encore c'est la programmation fonctionnelle pure. Une fonction est pure quand elle répond toujours la même chose pour les mêmes arguments. Si on lui passe les mêmes arguments, elle répond la même chose
quel que soit le nombre de fois où on l'appelle. Donc il n'y a pas d'effet de bord, et il ne se passe pas quelque chose ailleurs. D'où le fait de poser la question en JavaScript, parce qu'il faut quand même y faire attention. Techniquement, un console.log est un effet de bord. Il ne sera pas gênant, a priori, sauf si vous utilisez IE8, mais normalement c'est pas gênant. Mais si vous faites autre chose, là ça peut devenir un problème, et vous ferez plus du code fonctionnel si votre fonction fait des choses différentes à chaque fois que vous l'appelez. Donc la version philosophique, donc on pourrait toujours la rendre fonctionnelle et ne pas utiliser de code impératif. Et donc, là je précise, qu'est-ce que les performances, après tout, sinon une vue de l'esprit. Ça va retomber avec le commentaire du troll, c'est que globalement le JavaScript actuel en tout cas est pas forcément optimisé pour utiliser par exemple du récursif. Il n'y a pas les optimisations qu'il y a dans certains autres langages, et ça peut être plus intéressant dans certains cas d'utiliser des objets qui vont muter, d'utiliser des for, d'utiliser des boucles, d'utiliser des labels potentiellement. C'est moche mais ça fonctionne. Et donc la version troll, c'est si tu veux pas gérer ce genre de problème, bah change de langage. Il y en a qui font ça mieux. Vous pourrez utiliser du CureScript si vous voulez. Vous pouvez utiliser du Helm, en tout cas pour le front. Et après, il y a plein d'autres langages qui permettent de faire ça mieux. Mais donc voilà. Donc le truc à retenir, c'est qu'il faut penser aux fonctions en termes d'entrée et de sortie. À partir du moment où votre fonction est pure, vous pouvez la composer. Et c'est là que ça devient intéressant. Si je prends l'exemple de Lodash par exemple, ils utilisent donc des tableaux mutables, des continues, des while pour des raisons de performance. Si vous vous intéressez un petit peu à ce que fait Lodash derrière le capot, la plupart du temps c'est dégueulasse. Mais ça vient du fait de l'origine de Lodash qui était on veut faire comme underscore mais avec des perfs. C'est plus vrai, c'est plus trop vrai maintenant, ils se tiennent la bourre l'un et l'autre pour optimiser toujours plus. Et comme ils cherchent l'optimisation, ils font des choses sales, mais qui fonctionnent, et normalement, une librairie est relativement bien testée, donc ça n'empêche pas de faire du fonctionnel avec. Et comme je l'ai montré dans l'exemple, même si c'est pas du bon fonctionnel pur, même si c'est pas tout ce que vous pourrez faire avec du fonctionnel, ça permet quand même de faire pas mal de choses. Le mieux derrière, c'est d'écrire du code lisible. Donc j'espère que les exemples que je vous ai montrés étaient plus lisibles à la fin qu'au début. Et réutilisable donc, plutôt que performant. Vous pouvez laisser les bibliothèques être performantes. Si jamais vous avez besoin de faire quelque chose, enfin si vous avez des problèmes de performance, ça viendra après. Et il sera toujours temps de réécrire derrière. Donc vous pourrez réécrire plus tard. Et globalement, le principal, c'est que vous puissiez réécrire et après que vous puissiez avoir de la vitesse. C'est rarement, a priori, le code métier qui sera lent. Du coup, pour aller plus loin, donc j'ai parlé de Lodash et d'Underscore. Ces deux librairies qui, même si elles commencent à accuser leur âge, permettent de faire beaucoup de choses et ont permis de compenser un peu les lacunes de JavaScript avant que S2015 arrive. Notamment sur tout ce qui est map, reduce et filter. Ça permet de faire ça sur plus de choses, ça permet de faire ça sur des clés d'objets, ce qui est maintenant possible mais qui n'était pas forcément au début. Il y a des évolutions, notamment Lodash FP, donc Lodash Functional Programming, ou Ramda, qui sont donc deux librairies qui sont faites et pensées pour écrire du code beaucoup plus fonctionnel. Où vous aurez une petite période d'apprentissage pour le coup. La principale chose que vous trouverez dans Lodash FP par rapport à Lodash, c'est que la plupart du temps les arguments sont inversés, de façon à pouvoir réutiliser les fonctions et de pouvoir faire des fonctions intermédiaires, donc du currying pour être plus précis, et d'avoir des fonctions, en tout cas dans Lodash FP, qui ne prennent à chaque fois qu'un seul argument et qui vous renverra des fonctions jusqu'à ce que vous ayez donné tous les arguments. Ramda est un peu moins extrémiste ou un petit peu mieux codé au niveau du currying, puisqu'il permet directement enfin toutes les fonctions sont curryées par défaut et on n'est pas obligé d'utiliser un argument par fonction, on peut se permettre d'en mettre plusieurs. Au niveau des bouquins, entre guillemets, puisque c'est un livre en ligne, le guide
de la programmation fonctionnelle presque adéquate, je vais quand même le dire comme ça, du professeur Frisbee, qui est écrit donc par Brian Glansdorf, qui part de zéro, enfin qui part du principe que vous connaissez juste le JavaScript de base et qui va expliquer au fur et à mesure tous les concepts de la programmation fonctionnelle jusqu'aux fameuses monades pour ceux qui veulent apprendre. C'est un des bouquins qui l'explique pas trop mal. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aller voir les spécifications de Fantasyland. Là, c'est c'est dans l'optique de faire de la programmation fonctionnelle purement en JavaScript. Là, par contre, vous devez connaître les concepts précédents pour apprécier Fantasyland. Ils y sont pas allés de main morte. Les perfs sont dégueulasses, par contre. Ça devrait s'améliorer avec les prochaines versions de JavaScript, mais pour l'instant, c'est un peu dégueulasse parce que c'est vraiment purement fonctionnel pour le coup. Donc il n'y aura pas de boucle, il n'y aura que de la récursion, et pour l'instant c'est pas forcément exceptionnel. Et pour en apprendre plus, donc pour aller plus loin, donc les talks qui vont suivre, et si jamais il y a des gens qui ne sont pas encore inscrits au meetup pour la suite, n'hésitez pas à vous inscrire. Parce que c'est le premier, il y en aura d'autres qui devraient aller beaucoup plus loin que celui-ci. Et voilà, merci de votre attention. Et si vous avez des questions... Ou pas. Moi j'ai une question, alors si personne n'en a. J'ai vu que JavaScript évolue beaucoup en ce moment. Il y a un truc qui s'appelle ECMAScript de 2016. Est-ce que ça substitue des bibliothèques comme Lodash, qui ont, au sein de l'évolution du langage, décidé de proposer un style fonctionnel comme style intéressant à utiliser? Alors oui et non. Ça peut substituer sur pas mal de cas, notamment en 2015 en tout cas, à rajouter filter sur les arrays, ce qui permet de se passer donc, de la version équivalente. C'est pas forcément les plus intéressants au niveau perf. Il arrive encore qu'il y ait des versions codées dans le userland qui soient plus performantes que la version native. Au niveau de S2016, il y a le REST opérateur qui est très intéressant et qui permet donc de se passer complètement de l'argument arguments des fonctions JavaScript qui n'étaient pas vraiment un array mais qui en étaient un quand même. Là avec les REST parameters, on a juste à faire ... les paramètres. Ça crée un tableau avec tout ce qui va être passé en paramètres dans la fonction. Vous pouvez la repasser à une autre fonction. Ça permet donc pas mal de facilité au niveau des fonctions de plus haut niveau en français. Et a priori, je sais pas où ça en est. Je suis pas sûr que ce sera dans l'OS 2017, mais potentiellement 2018. Les optimisations dont je parlais au niveau de la récursion devraient arriver. Le tail call. Alors, je peux revenir là-dessus. En fait, c'est déjà dans la dernière version de Logkit qui vient sortir. Ouais. En fait. D'accord. Le tail call. Ok. En fait, ça y est, il suffit d'attendre une mise à jour de Safari de Chrome et ce sera bon. Ok. Donc d'ici 2 ans, c'est bon. Safari 10 là dans la nouvelle version de macOS, Laura. À la dernière version de Logkit, du coup, tu as les tail call optimization. Ok. J'ai une question, en fait, quand on fait de la programmation fonctionnelle, on est souvent aidé par le typage, en fait. Est-ce qu'il existe des bibliothèques de programmation fonctionnelle au-dessus de TypeScript? Alors, je connais pas bien TypeScript, mais ça mène un peu le typage, en fait. Alors, par-dessus, je sais pas s'il en existe réellement. Par contre, je sais que le fichier de typage le truc qui permet de savoir, de connaître les types d'une librairie existe pour, a priori, Lodash _ et Ramda au minimum. Donc il y a moyen de l'utiliser par-dessus ça. Flow est aussi une alternative intéressante qui permet de faire des choses plus sympathiques mais en amont. JS of OCaml aussi, pour ceux qui voudraient. Dans les toutes dernières nouveautés, il y a BuckleScript qui est basé en Reason, juste pour l'embêter là-bas,
qui permet donc de pareil, ça utilise les bases d'OCaml pour typer. Et après, il existe aussi Scala.js qui reste une alternative intéressante si on n'est pas trop concerné par les perfs et le temps de transpilation. Mais sinon, globalement, alors dans le même ordre d'idée, il y a Helm qui compile vers JavaScript pour l'instant, qui s'inspire largement d'Haskell pour le coup, qui est aussi une alternative pour avoir un système de typage assez intéressant, puisque c'est celui d'Haskell. Il paraît que c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est le meilleur parce que j'essaie de m'attirer des foudres. Donc voilà, globalement, en pur JavaScript, TypeScript devrait permettre des choses, au minimum permet des choses. Il faut juste essayer d'oublier un peu le système de classes qu'ils ont réimplémenté par-dessus. Flow permet des choses intéressantes et notamment les types par union qui peuvent être sympas aussi dans la logique. Je parle en tant qu'ancien programmeur, ça t'a apporté quoi de passer à la programmation fonctionnelle par rapport à l'impératif? Plus performant? Alors, ce que ça m'a apporté de passer en fonctionnel par rapport à l'impératif, beaucoup de débats, déjà, et plus sérieusement, ça m'a permis de penser différemment mes fonctions, et ironiquement, à la base, ça me permettait de faire des tests plus simples, et au final, ça me permet de me passer de tests. C'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on fait des fonctions suffisamment simples pour qu'elles fonctionnent mathématiquement et que ce soit logique qu'elles fonctionnent, à part des problèmes de typage, ça permet de se passer d'une bonne partie de tests. Et ça permet surtout de réutiliser du code de manière beaucoup plus pratique. Ce qui, du coup, ça permet d'éviter d'utiliser des librairies. C'est pareil, c'est ironiquement, des librairies, ça permet d'y aller plus facilement, mais après on peut s'en passer. J'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, ce que ça m'a apporté aussi, c'est de découvrir de nouvelles choses, parce qu'on peut avoir l'impression de stagner en objet, même si c'est faux. On va pas forcément pousser très loin les réflexions. Quand on découvre le fonctionnel, on se prend dans la tronche une quarantaine de termes que personne comprend et que personne explique correctement. Et du coup, on recherche et on peut retrouver le goût de la recherche et de la curiosité là-dessus. Et au final, apprendre le fonctionnel, ça force, donc j'ai remisé sur le côté débat, mais ça permet de débattre mieux et plus loin, y compris sur l'impératif et sur l'objet. Du coup, ça force à s'améliorer par obligation, ne serait-ce que pour pouvoir comprendre de quoi les gens qui font de la programmation fonctionnelle parlent. C'est pas forcément évident. Ça répond à la question ? Ça répond à la question. Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole aux autres.